Deuxième session. Et au programme est maintenant prévue une intervention de Gaël Navarre, Alain Pégatoquet et Jean-François Trubert, intitulée « Quels instruments pour un orchestre pédagogique électroacoustique ». Alors, je ne sais pas si nos trois co-auteurs sont présents, j'ai l'impression que... Non, c'est moi qui vais faire la présentation pour les trois. C'est Gaël Navarre, c'est ça? Oui, tout à fait. Oui, bonjour. Très bien. Donc, Gaël Bonjour. Navarre, vous nous venez de Nice, hein, c'est ça, du Conservatoire de Nice, si je me Oui, rappelle bien. c'est ça, je suis professeur de composition électroacoustique. Tout à fait. Voilà, et vous collaborez donc avec des collègues de l'université Nice-Côte d'Azur. Donc, c'est un bien exemple de collaboration entre le Conservatoire et l'université. Donc, je vous laisse la parole. Très bien. Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter cette recherche qui, en effet, est croisée entre le conservatoire, l'université et d'autres partenaires que je vais vous présenter, autour de la recherche d'instruments pour réaliser des orchestres pédagogiques numériques, voilà, de la musique électroacoustique. Ah, j'ai pas... Si, comment? C'est comme ça. Voilà. Donc, je vais vous présenter brièvement le contexte du projet, un petit état de l'art sur la question, et puis vous parler des expérimentations qu'on a effectuées à Nice et des développements toujours en cours. Donc, le contexte, il faut bien avoir en tête, et quand on parlait d'exemples de collaboration entre le conservatoire et l'université, qu'on a une situation un peu particulière à Nice où le conservatoire est intégré à l'université. C'est le cas dans peu de conservatoires en France. Alors, quand je dis intégré, ce n'est pas entièrement, hein, mais le conservatoire fait partie de la communauté d'établissements et d'universités. Université Côte d'Azur était un membre fondateur et aujourd'hui membre associé à l'université. Donc à la nouvelle Université Côte d'Azur qui est née officiellement l'année dernière comme une université expérimentale. Ça a un impact sur plusieurs choses. Déjà, on a des financements pour faire de la recherche et ce projet est financé dans ce cadre-là. J'ai aussi une décharge de cours de mi-temps hein, pour m'occuper de la coordination de ce projet-là. Et on a notamment en composition électroacoustique, on a maintenant des étudiants de licence, master et doctorat. Donc, on a dans le conservatoire comme ça, je vais avoir la même journée des cours avec des jeunes enfants qui débutent, et puis une heure après avec un doctorant. Donc, on a vraiment tout le panel du jeune débutant au pré-professionnel ou au professionnel. Dans ce cadre-là, notamment grâce au financement de l'initiative d'excellence IDEX que l'Université Côte d'Azur a décroché, on a monté avec plusieurs partenaires, et dans le cadre d'un programme structurant Arts et Sciences, un projet qu'on a appelé MPEI, qui s'intéresse de manière assez large à tout ce qui est nouvelle lutherie numérique, notamment les instruments dits expressifs. L'idée, c'est vraiment de créer un écosystème complet qui va de l'initiation dans les écoles, et donc l'orchestre pédagogique est un des outils importants sur cet aspect, jusqu'au travail avec des étudiants avancés de licence, master, doctorat, à la fois des instrumentistes qui apprennent à jouer sur ces instruments numériques, et bien sûr des compositeurs qui vont composer et de travailler aussi avec les laboratoires d'électronique pour développer des interfaces. Voilà. Voilà, donc on a un certain nombre de partenaires sur le projet. C'est un projet qui a maintenant 3 ans, qu'on est à la fin de sa première phase, qui était une phase plutôt exploratoire, de regrouper les gens pour travailler et d'expérimenter. On a fait beaucoup d'expérimentations pratiques hein, dans les établissements scolaires, notamment. On a fait, pas loin d'une dizaine. On a eu beaucoup de stagiaires aussi de différentes disciplines, des stagiaires à la fois en électronique, de l'IUT, de l'école Polytech, une école d'ingénieurs, des musicologues. On a travaillé directement avec 5 établissements scolaires, avec les enseignants, c'était plutôt des collèges, les enseignants en musique. Et voilà, c'est tout cet ensemble d'expérimentations que je vais vous présenter. Alors,
Évidemment, pour commencer, quand on s'est lancé, dans cette aventure, on n'allait pas réinventer la roue, donc notamment nos collègues musicologues ont fait tout un travail pour chercher, ce qui existait, en ayant en tête, surtout ce qu'on pouvait, réutiliser ou, du moins, réexpérimenter, chez nous pour voir en pratique, ce qu'on pouvait en tirer. Alors ces types de recherche d'apporter, on va dire, la musique électroacoustique à des enfants est déjà assez ancienne, hein, plus près d'un demi-siècle, notamment l'expérience du GMEB à Bourges, du GME Beau Gosse en 72, et qui après s'est développé sur plein de choses, hein, dont le cyberson gosse. Là, on voit deux extraits, hein, donc on a des postes plutôt individuels ou en petits groupes pour les enfants. La notion plutôt d'orchestre, du moins d'ensemble, on peut la retrouver dès les années 80 avec le GMEA à Albi et le Mélisson, qui est une sorte de synthétiseur modulaire partagé, hein, où en gros chaque enfant va avoir un module du synthétiseur modulaire, quelqu'un un oscillateur, un autre un filtre, un autre, etc., etc. Ils vont créer ensemble une musique comme un grand instrument partagé. Euh, un peu plus récemment, mais qui commence à déjà avoir une certaine expérience, il y a évidemment tout le projet autour de la métamallette, qu'on peut simplifier en parlant d'orchestre de joystick, même si c'est beaucoup plus que ça. Il y a beaucoup différentes choses. C'est un projet qui a vraiment beaucoup tourné et qui marche toujours, hein, d'ailleurs. Et donc, voilà, sur lequel on s'est inspiré aussi. On a tout ce développement qui naît dans les universités américaines, mais qui s'est après complètement étendu. On a aujourd'hui d'orchestres d'ordinateurs portables, hein, de laptop orchestra. Voilà, ça date, je crois que le premier, c'est le Plork en 2005 à Princeton, mais alors maintenant, on en a des dizaines et des dizaines un peu partout. Ça a vraiment essaimé. Donc, où là, on voit qu'on est sur des dispositifs un petit peu plus coûteux, puisque chaque étudiant a un ordinateur, un haut-parleur omnidirectionnel construit spécifiquement et tout un ensemble d'interfaces. Voilà, on peut voir là une tablette au milieu, des game tracks dont on reparlera à droite, etc. Donc, on s'est évidemment aussi inspiré de tout ce travail-là. Et enfin, tout le travail qui a été effectué à partir des smartphones, hein, depuis le MoFo de Gewang en 2007 à Stanford. Hein, on est vraiment au tout début des smartphones. Je pense que ça doit être l'année de sortie de l'iPhone ou quelque chose comme ça. Il travaillait avec des Nokia à l'époque, où on peut voir là en haut avec des petits haut-parleurs sur les mains. Et tout le projet SmartFaust plus récent, hein, qui est basé autour du langage de programmation Faust, développé au Gram, et qui, pareil, là, est vraiment très utilisé et qu'on a aussi testé. Voilà, donc à partir de ce point de vue, un peu voilà, ce qu'on avait identifié comme intéressant, on est parti donc dans l'expérimentation. Donc je vous ai dit, on a fait beaucoup d'expérimentations concrètes en partant avec des dispositifs dans les établissements scolaires testés. La première chose qu'on a testée, c'était d'utiliser simplement les interfaces MIDI tout à fait standards, ou plus développées d'ailleurs, des interfaces MPE aussi. La raison est toute simple, c'est qu'on en a plein, donc on les avait, donc on s'est dit, bon, ben, on va essayer de les utiliser aussi dans des contextes de pédagogie initiale. En fait, ces interfaces-là, on les a plutôt dans le projet pour tout ce qui est on va dire le haut niveau, hein, donc c'est plutôt pour les étudiants de master, principalement là, qu'on les a utilisés, et on a aussi fait des commandes à des compositeurs comme Francis Faber pour travailler spécifiquement sur ces interfaces. Donc voilà, tout ça dans le cadre du projet. Je peux vous montrer un petit extrait d'un trio avec 3 étudiants de master interprétation sur des instruments numériques assez récents.
Là, on est sur des musiciens qui sont à la base en percussion, en saxophone et en piano, donc avec lesquels on fait un travail pour les ouvrir, on va dire, les amener vers la lutherie numérique. Mais c'est vraiment dans cette idée un peu d'écosystème, l'idée étant d'arriver à trouver encore plus jeunes des jeunes à intéresser sur ces domaines-là, pour, à terme, hein, c'est un projet sur du long terme, avoir des personnes qui arrivent dans nos cursus avec déjà une connaissance et un intérêt, voire un intérêt, pourquoi pas principal, pour les lutheries numériques. Donc, on a commencé à utiliser tous ces instruments existants dans les établissements scolaires. Donc là, on a principalement des instruments type MIDI. Celui du milieu en bas, c'est un monotron, c'est un petit synthétiseur. On n'est pas loin du mélisson. On a fait des expériences avec une quinzaine de monotrons. Cela dit, les instruments MIDI, qu'est-ce qu'on en a tiré? Alors, c'est intéressant, hein, c'est des choses qu'on a utilisées, qu'on utilise toujours et qu'on utilisera probablement encore dans nos ensembles pédagogiques, mais ça a quand même plusieurs problèmes et plusieurs biais. Peut-être un des gros problèmes, c'est le temps d'installation et de désinstallation. On a des contraintes de temps très fortes dans les établissements scolaires et des fois, pour une heure de travail avec les élèves, on va avoir autant de temps d'installation, désinstallation, c'est vraiment problématique. Un autre problème, c'est que c'est des instruments plutôt, enfin, des interfaces plutôt chères, donc ça craint un peu des fois, si des élèves les cassent, c'est pas, voilà, c'est pas l'idéal. Et un autre problème qu'on a rencontré, c'est que pour beaucoup d'entre eux, on ne peut pas désactiver les boutons de configuration. Et quand on a passé beaucoup de temps à régler les instruments et que le premier élève qui tripote tous les boutons désaccorde complètement, change les banques, etc., c'est vraiment problématique en situation pédagogique. Donc, on a cherché à trouver des systèmes plus efficaces. Donc, en s'inspirant des projets que je vous ai présentés au début, on s'est tourné vers les interfaces HID, donc en gros les manettes de jeux vidéo. Alors, pas directement les joysticks, ça, bon, ça peut se discuter, mais personnellement, je trouvais que les joysticks étaient trop référencés jeux vidéo, vraiment. Donc, chercher des interfaces qui sont un petit peu moins référencées jeux vidéo. Bon, par exemple, les Wiimotes, hein, je pense que vous connaissez tous. On a commencé à s'intéresser à ça. Ça nous a notamment inspiré pour un des prototypes que je vous présenterai tout à l'heure. On ne les a pas mis en pratique sur des grands ensembles, seulement sur des petits ensembles. Celui qu'on a le plus utilisé, c'est le Game Track. Alors ça, vous connaissez peut-être moins. Ça a été très utilisé dans les orchestres américains que je vous ai présentés au début. C'est un contrôleur, en gros, c'est 2 joysticks en 3 dimensions, hein, avec des fils hein, qu'on peut tirer et qui se rembobinent, et puis ensuite des joysticks standards. Là, ça permet vraiment de faire pas mal de choses. Et on a lié ça à un autre projet de recherche qu'on a en parallèle, qui est le projet Micadome, coordonné par Michel Pascal, qui est un dôme immersif des haut-parleurs qu'on a au Conservatoire de Nice, toujours dans le cadre de ces projets coordonnés avec l'université. Voilà, alors j'ai malheureusement pas encore de vidéo avec un ensemble, puisque ça a été repoussé avec le confinement, et si tout va bien, on devrait en avoir une dizaine d'élèves qui jouent donc avec cette interface-là dans le dôme, donc qui jouent, c'est un orchestre de spatialisateurs, on va dire, et les interventions vont commencer dans 2 semaines si tout va bien. Voilà, donc l'idée étant d'avoir une dizaine de jeunes qui vont créer la musique avec l'intervenant, puis en concert la diffuser. Ça peut se faire assis ou debout. Voilà, on peut voir qu'on utilise d'ailleurs le SPAD dont il était question tout à l'heure. Voilà, donc ça, c'est des interfaces assez intéressantes. Le problème des game tracks, c'est principalement qu'ils sont plus construits. Donc, on a pu en trouver un stock en déstockage à des prix imbattables, mais c'est pas quelque chose qui est pérenne. Un autre problème des interfaces HID, ce qui est vraiment très agaçant, si quelqu'un a une solution, c'est qu'il n'y a pas d'identifiant propre. Donc, quand on en a plusieurs de branchés sur le même ordinateur, à chaque démarrage, ils changent les numéros. Et donc, il faut tous les identifier un par un. Évidemment, on s'est penché sur les smartphones et les tablettes. Alors,
Sur le papier, c'est une solution qui a l'air vraiment idéale. Puisque, a priori, il n'y a pas de coût supplémentaire. La plupart des élèves ont un smartphone. La plupart des établissements scolaires, en tout cas dans les Alpes-Maritimes, sont équipés de plusieurs tablettes, en tout cas suffisamment pour faire des petits ensembles. Donc voilà, donc on s'est mis à expérimenter ça. La première chose qu'on a expérimenté, c'est les SmartFaust, hein. Donc là, on peut voir une séance de travail dans nos studios avec un élève de master, Johan Brémicombe, et une enseignante en collège, Hélène Gasperini. Alors, si sur le papier, c'est vraiment super, on a rencontré beaucoup de biais très, très problématiques. Et le principal, on l'entend tout de suite, c'est évidemment la qualité audio des haut-parleurs des téléphones. Hein, le spectre est tellement étroit et dans l'aigu, c'est évidemment pas fait pour diffuser de la musique. C'est très problématique dans le cas d'une œuvre électroacoustique où le son est probablement la caractéristique principale. On n'imaginerait pas faire un orchestre symphonique désaccordé, on est un peu dans le même ordre. Donc il a fallu trouver des solutions. La simple solution de l'amplification sert pour le volume, mais évidemment pas pour le spectre audio. Ce que Johan Brémicombe avait utilisé comme solution ici, il avait un peu triché, hein, en fait, c'est de rajouter des instruments MIDI qu'on avait et des bouts de sons préenregistrés qui vont rajouter tout le spectre manquant. Je vous donne un petit extrait du résultat final de ce travail. C'est le son caméra, mais vous entendrez quand même que le spectre est beaucoup plus large. Bon voilà. Cela dit, c'est malheureusement pas le seul problème qu'on a eu avec les smartphones, on en a fait plusieurs. Peut-être qu'un problème presque aussi gênant, c'est c'est la relation à l'objet smartphone en fait pour l'élève, hein. C'est-à-dire que le smartphone, c'est sa vie au jeune, hein. Il a tout, il a ses amis, il a absolument tout dessus et lui faire changer, d'état d'esprit où ça en devient un instrument de musique et pas, son objet de tous les jours, en fait, c'est quelque chose qui est vraiment, pas évident. Heu, on on a essayé plusieurs pistes, on a tenté plusieurs pistes, notamment un travail, mené par Virginie Kras, qui était en master, chez nous et qui est aussi, professeure de collège. On a essayé plein de choses, certaines qui n'ont pas trop bien marché, comme de rajouter des capteurs pour utiliser juste le smartphone, comme un, comme un terminal, en fait, mais que les capteurs soient autres. C'était un peu inspiré des travaux de Romain Michon sur les smartphones augmentés. Je ne vais pas rentrer dans ces détails, si vous avez des questions, on peut en reparler. Finalement, on était arrivé à une solution très, très simple, qui était simplement de mettre une perche à selfie, pour déporter le smartphone, de la position habituelle, de l'élève et Virginie avait travaillé donc, là-dessus sur un orchestre, avec. On peut voir, la disposition, de l'ensemble de sa classe. Voilà, avec, d'un côté les smartphones Android, les smartphones Apple, ceux qui sont avec des perches et ceux qui sont directement connectés pour avoir du spectre, plus élevé. Voilà, cela dit, c'est une solution qu'on n'a plus trop utilisée par la suite, notamment en cours de projet, les smartphones ont été interdits dans les établissements scolaires. Donc voilà, c'était un peu la goutte d'eau, on avait c'était déjà des interfaces qui nous convenaient pas trop, donc on a arrêté ça. On a quand même testé un travail avec des tablettes. Ça, c'est le projet, Skinny de Bertrand Petit-Delin, qui était doctorant INRIA CIRM. En gros, on a, une sorte de séquenceur partagé où, il y a un serveur général et les élèves composent la musique et l'envoient au fur et à mesure et puis ça se réorganise. C'est un projet qui est très fonctionnel, qui marche très bien. Mais c'est vrai que dans notre cadre, on cherchait plutôt un projet d'orchestre en temps réel, que de système de composition en temps différé.
Voilà, les développements en cours, je vais essayer d'aller très vite, j'arrive à peu près à la fin. Donc avec les laboratoires d'électronique, hein, notamment, on a essayé de regarder ce qu'on pouvait créer comme interface de notre côté. On est parti dans deux directions assez opposées. Il y en a une qui est inspirée des projets de Chipstick et de T-Stick qu'on peut voir en haut et à gauche. C'est donc le prototype de Mystic. C'est de qu'est-ce qu'on peut faire de minimal, qu'est-ce qu'on peut avoir le plus minimal possible comme instrument pour implémenter dans les établissements scolaires. Et donc, on est parti sur un tube en PVC avec un accéléromètre et un capteur capacitif. Voilà, ça fonctionne, ça coûte rien du tout. C'est quand même un peu limité dessus. On est en train d'améliorer un peu ça. Et puis de l'autre côté, à l'autre bout, on s'est dit, est-ce qu'on peut partir justement de trucs plutôt pas minimaux, mais déjà bien développés, et regarder si on peut les simplifier et en réduire les coûts de production notamment. Et donc on est parti du Leanstrument, dont le code est open source, hein, qui est en gros une matrice de capteurs de pression, hein, en gros. Et donc on a fait tout un ensemble de prototypes simplifiant ces interfaces. Je vais passer un petit peu vite, hein, avec voilà, avec différents types de microcontrôleurs. On a testé un peu tout ça. Voilà, là on arrive sur les prototypes finaux. C'est pas, c'est un projet qui n'est pas terminé, hein. Euh, voilà, où finalement on est arrivé sur des cartes Raspberry Pi. Et je vais un peu terminer là-dessus. En gros, pour toutes ces recherches-là de prototypes, on a fini par, après beaucoup de tests de différentes plateformes, choisir de se focaliser sur des cartes Raspberry et le langage Pure Data, qui nous a semblé le meilleur rapport entre la maniabilité pour un peu tout le monde et l'efficacité. Voilà. Et dans les perspectives, euh, pour la rentrée 2021, on va mettre en place deux choses aussi aux deux niveaux. Une classe d'initiation à musique électroacoustique, c'est-à-dire une classe au sens physique du terme, avec 8 postes de Raspberry, des Arduino et des interfaces gestuelles, dont j'espère les prototypes qui seront finalisés, pour aller travailler dans les collèges ou inviter des collégiens à travailler en groupe. Le premier prototype de ce poste informatique va être mis en place lundi prochain dans un établissement scolaire. On est sur le projet de créer un orchestre numérique universitaire d'une vingtaine de musiciens, qui fonctionnera aussi à base de Raspberry Pi comme moteur audio, mais de tout un type d'interface, MIDI, HIT, et puis les prototypes. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Voilà, merci beaucoup Gaël, hein, pour cet exposé tout à fait clair. Ce projet qui a l'air vraiment passionnant. Est-ce qu'il y a des questions de la salle? Donc vous pouvez lever la main ou vous signaler dans le chat, hein, ou bien prendre la parole directement. Il n'y a pas de... Alors j'espère que je ne rate personne. Mais Vous pourriez arrêter le partage d'écran, s'il vous plaît? Oui, Merci. je vais enlever ça. Est-ce que je peux regarder? Voilà, donc en attendant une question, Ouais, moi, ça je plus me simple. posais voilà, deux, trois petites réflexions. Je me demandais notamment, je trouve que ça a l'air vraiment très, très motivant, voilà, de sensibiliser les élèves, quel que soit leur niveau, au collège ou autre, hein, justement, à ces pratiques collectives. Je me demandais si vous avez un petit peu réfléchi sur les compétences en fait, qu'ils développaient par rapport à des pratiques plus traditionnelles, notamment instrumentales. C'est ma première question. Et puis après, je me demandais aussi par rapport à la formation des enseignants, voilà, est-ce qu'il y a des stratégies à mettre en place? Ou je pensais également aux musiciens intervenants, par exemple, à l'école primaire. Voilà, est-ce que c'est des cas que vous avez rencontrés ou étudiés? Alors, donc pour les musiciens intervenants, on n'a pas encore mis ça en place, mais c'est évidemment en projet. Je pense que d'ici 2021, peut-être 2022, ça dépend, on est un peu débordé. Avec les musiciens intervenants du conservatoire, c'est donc prévu voilà, de les former sur ces dispositifs-là pour qu'ils puissent aussi les utiliser en autonome. Concernant les professeurs de collège, donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regroupé un petit groupe, ils sont à peu près 5-6, de professeurs de collège,
qu'on connaissait avant, qui étaient déjà bien intéressés par ces pratiques-là, où on avait déjà pour certains travaillé et certains sont déjà aussi venus dans la classe de composition électroacoustique. Et donc, avec ces groupes-là, on a, alors après, suivant les affinités technologiques, on va dire, on a formé plus ou moins loin sur ces outils-là. L'idée, quand même, à terme, mais c'est pareil, c'est pas encore fait, c'est qu'ils soient autonomes sur ces outils, c'est-à-dire faire des outils qu'on peut leur livrer clé en main et où on n'est plus obligé d'être là en intervenant. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, on se constitue comme ça un petit groupe, on va dire, d'établissements où on forme des professeurs à être autonomes sur les établissements. Voilà, sur les compétences pédagogiques, alors ça a été ça a été un petit peu fait en effet par certains professeurs, notamment Virginie Crafts qui a travaillé dans son mémoire de master et qui est aussi donc professeur en collège. Je ne me suis pas trop penché personnellement sur la question, donc je ne pourrais pas vous répondre plus loin. Okay, très bien, ce sera pour de prochaines études. Alors, je vois qu'il y a une main levée par Nadir B. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, Oui. très bien. Très bien, oui, merci beaucoup pour cette présentation. En fait, j'ai pas pu m'empêcher, Gaël, de penser, quand vous parliez de vos prototypes à vous, de penser au travail que j'évite de d'écorcher son nom, de Jean Geltz, qui est directeur du CFMI de Lille, qui, lui, a mis en œuvre des ateliers de lutherie sauvage. Alors, c'est des constructions d'instruments de recyclage en pensant à cette approche dont parlait Philippe Essling, d'approche divergente de recherche de résultats, je pensais vous mettre en relation justement par rapport à sa pratique de lutherie et puis l'intégration de processeurs ou de choses comme ça. Voilà, c'était juste ce lien-là. Oui, oui, tout à fait. Le prototype, là, le minimal, on va dire, c'est vraiment dans l'esprit lutherie sauvage. C'est de prendre un tube de PVC, 3 trucs, les assembler. Alors, sauf qu'il y a des capteurs à l'intérieur, mais arriver à faire des choses qu'on peut même potentiellement fabriquer avec les jeunes. Donc, je pense que c'est dans les mêmes types. En tout cas, je note ça. Merci. Oui, je mettrai un lien comment ça s'appelle, dans Discord. Oui, Voilà. dans le Discord, ouais, très bien. Voilà. Merci encore. Ok, très bien. Johan Lebar demande aussi la parole. Éventuellement, je veux bien. Est-ce qu'on Oui, m'entend? très bien. Parfait. Ouais. Oui, alors c'est pas vraiment une question, c'est une remarque. Pour un projet personnel, donc j'avais pas la problématique d'être avec des scolaires et donc le problème de jeu. J'ai voulu tenter, alors je sais pas si on voit, l'utilisation d'un contrôleur de jeu comme ça. Et au-delà du problème, donc c'est très connoté jeu. Donc j'ai essayé de contrôler un patch pure data avec. Et ça s'est avéré une assez mauvaise expérience parce qu'on se dit que avec ce genre de connecteur, on va pouvoir gérer des sliders. Et en fait, le problème, c'est que déjà, les contrôleurs reviennent toujours dans une position, et ça, on ne veut pas forcément quand on gère un patch. Et par ailleurs, en fait, c'est beaucoup trop sensible pour une très petite course. Et donc, on a vite fait faire n'importe quoi avec la gestion de son patch. Donc voilà, c'est pour en remarquer. Je conseille vraiment les Game Tracks. On peut encore en trouver. On les a payés 11 € pièce, nous, il me semble. On en trouve encore ils sont neufs, mais c'est des invendus. Et là, il y a vraiment 2 joysticks qui restent sur les positions. Et grâce à l'axe Z qui monte, on peut régler, suivant la distance où on est, la course aussi. Donc, on peut vraiment avoir des courses très très longues si on le monte. Il monte haut, c'est prévu pour être debout. Donc on peut avoir des courses très très longues. C'est même un peu trop long pour les orchestres parce que ça demande des scènes énormes, parce qu'on écarte complètement les bras. Donc nous, on les fait plutôt assis. Mais je conseille ça à tout le monde. D'ailleurs, si vous voulez un contrôleur HID sympa et pas cher, il y en a encore à vendre dans la dizaine d'euros. Ça marche assez bien. Ok, merci. Pardon, je sais qu'on n'a pas beaucoup de... Il faut plutôt qu'on arrête, mais j'avais juste deux petites questions. Peut-être si tu peux répondre rapidement. Une, c'est ce que vous avez, où vous allez commencer plus à focaliser sur des partitions, de notation spécifiques à des différents instruments. Et l'autre chose qui n'a rien à voir avec ça, c'est que j'ai pas vu de référence à la métamallette qui a quand même énormément joué
partie de la France là, avec des groupes d'enfants et tout ça, avec des joysticks. Et est-ce que vous avez vu comment Si, la ils font avec? métamallette, j'en ai parlé au début. D'accord. Enfin, Sur j'ai le... regardé ouais. dans le papier, j'ai pas vu. C'est pour ça. Ah si, je pense qu'il y a aussi dans le papier. Non, parce qu'en effet, oui, c'est notamment dans les Oui, sources d'inspiration ok. assez Oui. importantes, hein, tout le travail de la métamallette. Non, si, normalement, il y a référence. Sur la question de la notation, oui, bah, ça, c'est une des questions qu'on a en cours. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est réglé. Et notamment, une des inspirations, notamment le problème principal, c'est la notation pour les instruments MPE. Alors là, je dérive un peu du côté pédagogique, parce que souvent dans les interventions pédagogiques, les notations sont vraiment minimales pour les enfants et pour aller assez vite, et on est à mi-chemin notation, improvisation. Par contre, sur tous les travaux où on a des instruments MPE qui sont donc à pression polyphonique en 3 dimensions, là, la question de la notation, elle est vraiment fondamentale parce qu'on a très vite des pâtés énormes et illisibles. Une des pistes qu'on suit le plus, c'est de partir de la notation que vous aviez fait pour le Carlax avec Francis. Je trouve que c'est assez, enfin pour l'accéléromètre, donc les ronds avec les positions. Je trouve cette idée qui fonctionne assez bien en la transposant même sur tous les instruments à pression en polyphonie. Mais c'est pas encore, ça c'est vraiment des trucs en cours qui sont pas du tout finalisés. Oui, bien sûr. Voilà, très bien. Je propose de clore cette discussion tout à fait intéressante. Vous pourrez la poursuivre, bien sûr, dans le salon dédié à la deuxième session sur Discord. Donc, Gaël, on vous remercie beaucoup pour votre intervention. Merci à tous.